Hello. Hello. Ça Allez, va? moi je vous laisse. Salut. Donc effectivement, on a l'habitude au Web Today de vous proposer des sessions qui vous permettent d'apprendre un petit peu sur les sciences. Je vous avais fait l'esprit conducteur, l'ADN, les objets connectés, et aujourd'hui, on va faire les neurosciences appliquées à la prise de parole en public. Alors c'est un sujet bateau, mais on a essayé de le mettre en scène de manière sympa pour vous faire découvrir des aspects un petit peu méconnus du sujet. Et je suis donc avec Annabelle, que vous ne connaissez probablement pas, qui va se présenter. Nice to meet you. Moi, c'est Annabelle. D'habitude, je ne me balade pas en pom-pom girl. Mais aujourd'hui, je suis venue déguisée comme ça parce que ce qu'on va vous présenter, c'est Olivier va vous présenter la science derrière la prise de parole. Et moi, je vais essayer de vous présenter le fun. Moi, j'ai essayé de vous présenter les hacks, les choses qu'on peut faire concrètement pour réussir notre prise de parole et essayer de hacker un peu le stress. Donc, moi, j'ai fondé une agence qui s'appelle Present Perfect. On est basé à Paris, mais on travaille partout en Europe. Et j'ai fait le compte l'autre jour, un journaliste qui m'a demandé vous avez coaché combien de startups ? Et j'ai demandé aux stagiaires plutôt de faire le compte, et on arrive à plus que 1000. Donc, à Paris, I am known as Mrs. Pitch. Et on va essayer de vous donner quelques best practices en perruque rose sur qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre pitch et concrètement bien parler en public. Alors quand on commence un pitch de start-up, on commence toujours par un pain point. Alors de quoi s'agit-il aujourd'hui? Le pain point, c'est que tout le monde se fait chier dans les conférences. Alors vous avez des statistiques très précises, 87% des gens qui s'emmerdent dans les conférences, sources complètement anecdotiques. Alors, il se trouve que je ne suis pas très sérieux. Toi, tu as cherché à obtenir des sources précises et fiables. En fait. Donc, ouais. Là où Olivier est d'habitude Monsieur Science, moi, ça m'a gêné son data anecdotique là. Donc, moi, j'ai envoyé un survey à peu près tout le monde que je connaissais. C'est français? Ouais. Oui, ça ira. Ok. Ouais. Pour demander certaines choses sur ce pain point de prise de parole, même si je le vis tous les jours. Et en fait, un chiffre super important qui n'est pas la méthode Olivier Azarati FAI, donc Finger in Air, mais du vrai data, c'est que en fait, on se rend compte que plus que 3 Français sur 4, officiellement, s'emmerdent pendant des conférences. Donc, en fait, tu viens de dire la même chose. Hein. Je sais, but now we have the data to back it up. Okay. Et donc, Olivier, il trouve ça inadmissible. Moi, je trouve ça inadmissible à un point de même en dévouer ma carrière et en faire un business. Donc, ce qu'on aimerait bien faire, c'est discuter de comment on peut comprendre ce stress biologiquement et qu'est-ce qu'on peut faire pour le hacker un peu. Alors, le résultat, c'est ça. Dans une conférence, il y a des gens qui dorment. J'en ai vu d'ailleurs hier, avant-hier. J'ai des photos, j'ai des preuves. Il y a aussi une deuxième méthode. Si vous venez à une conférence, et ça c'est très classique, surtout à Paris, parce que les gens ils travaillent en fait. Ils viennent au bureau, donc ils emmènent leur ordinateur ou leur téléphone et ils travaillent pendant la conférence. Donc, et on vous voit là, les travailleurs là. On voit ceux qui travaillent, on voit voilà. ceux qui écoutent, même si tout est noir, mais bon, on a quand même des idées. D'ailleurs, dans le futur, on pourra mesurer ça avec précision grâce aux nouvelles technologies. Alors, le rêve, c'est quoi? C'est de faire comme les grands. Alors, qui sont les grands dans ce domaine? Tu as une idée, toi hein? Bah oui, certainement. Les grands, ils ont souvent un nom qui contient un K. MLK, JFK, vous avez aussi De Gaulle qui n'a pas de K, Bill Clinton qui n'a pas de K non plus, même si c'est un K. Et donc, ces gens-là, ils sont très connus. Pourquoi? Parce que 50 ans après, en tout cas pour les 3 premiers, eh bien, on se rappelle de ce qu'ils ont dit. En tout cas, il y a une citation marquante de leur discours qu'on a gardé dans l'histoire. Donc, par exemple, « Ask not what your country can do for you », etc. Et d'ailleurs, même Emmanuel Macron l'a reprise en français récemment, en la francisant. Pas de cas en Macron non plus. Hein. Voilà. Et donc, ces gens-là, ils ont marqué leur temps. Et d'ailleurs, petit détail, qui est quand même assez pratique, ces gens-là n'ont pas de slide. Vous n'avez jamais vu ni François Hollande, ni Emmanuel Macron, ni quelque politique que ce soit, même Donald Trump, ils n'ont pas de slide. Des fois, ils ont des prompteurs, mais ils n'ont pas de slide. Donc, on arrive avec l'art oratoire à attirer l'attention, ou pas d'ailleurs, des fois ça marche pas. Mais sur ce point, Olivier, ouais. Notre petit sondage a aussi révélé que le coupable numéro 1, les Français ils considèrent si 75% des conférences sont emmerdants, qui est le coupable? Il dit les slides too full of crap. Ah oui, donc on va voir ce que c'est que crap en fait voilà. dans le discours. Alors il y a une autre personne quand même, que d'ailleurs qui a été citée dans une des conférences, je crois le premier jour. Vous savez qui c'est? Qui est le saint de la présentation
dans le panthéon des présentateurs, c'est Steve, évidemment. La présentation de l'iPhone, celle de l'iPad Air, enfin, le nombre de produits qui ont été lancés sont extraordinaires. D'ailleurs, il a une caractéristique, ce gars-là, bon, il n'est plus de ce monde, c'est que c'était un asshole, comme on dit, hein, mais en même temps, bon, il était très fort pour présenter, il était maniaque, il préparait tout, comme nous, on a essayé de tout préparer, et il marquait son temps grâce à des présentations de produits très efficaces. Donc on va essayer de comprendre un peu ce système. Alors, l'objectif de ce début de présentation, c'est de vous expliquer ce qui se passe, dans un premier temps, dans nos têtes à nous, là. Puis après, on va s'occuper de vous, dans l'audience. Alors, ce qui se passe dans notre tête, c'est ça. En fait, quand vous présentez, vous êtes un chasseur-cueilleur, situé à peu près au 12e millénaire avant Jésus-Christ. Et tous les jours, pour bouffer, vous êtes obligé d'aller faire la chasse. Vous chassez du sanglier, du mammouth, du tigre, si vous voulez, selon la région où vous habitez. Et vous partez avec vos armements, plus ou moins rustiques, comme vous voyez. Et vous êtes comme un mammifère. Vous avez deux solutions, en général, quand vous allez faire la chasse. Soit être bouffé, soit bouffer un animal. Donc, vous avez du stress. C'est le stress du mammifère. Le mammifère, il se défend en mobilisant son énergie, en mobilisant toutes ses ressources pour que votre attention soit développée au maximum pour pouvoir voir ce qui se passe. Donc, je vois même les yeux de certains d'entre vous parce que mon stress est énorme. Et également, mobiliser les ressources sur les muscles pour s'échapper ou pour courir. On dit fight or flight en anglais. Exactement, fight or flight. Alors, le problème, c'est quand vous êtes dans une conférence, vous risquez pas de courir, sauf si vous avez peur, vous échapper, comme ça. Ou si vraiment on est mauvais aussi. Alors, vous pouvez aussi remuer dans tous les sens pour... vous faites comme Madonna, hein, vous dansez pendant que vous chantez. D'ailleurs, dans ce cas-là, vous ne chantez plus, parce que le micro n'est pas capable de garder le son. Et donc, vous faites ce que vous pouvez. Et je vais vous expliquer un peu ce qui se passe maintenant à l'intérieur. Alors, l'audience, c'est ça. L'audience pour l'intervenant, c'est un lion, c'est un sanglier méchant dans la savane qui risque de vous bouffer, et c'est la perception que vous avez. Alors, il se trouve qu'à Nantes, c'est un peu particulier. Ah bon ? Oui, à Nantes, ils sont tous sympas, ils sont cool, ils viennent se détendre, surtout le vendredi matin, ils sont courageux en plus. Donc, franchement, c'est très différent. Mais genre, t'es face à un VC, un start-upper, le dernier, qui est celui qui peut-être va te faire vivre ou mourir ta boîte, peut-être que celui-là, il va ressembler à un lion. Donc le lion, il a une forme plus ou moins différente selon le cas de figure dans lequel on est. Et je vais vous expliquer ce qui se passe donc dans le cerveau de l'intervenant. Vous avez déjà vu un cerveau ? Vous avez déjà mangé une cervelle d'agneau, non au petit déjeuner ? Bon, donc un cerveau, c'est très compliqué. Il faut savoir que c'est un des organes les plus complexes des mammifères, et en particulier de l'Homo sapiens. Il est constitué de plein de parties, et qu'on peut distinguer de la forme suivante avec 4 grandes composantes. Il y a en particulier ce qu'on appelle le cerveau limbique, qui est le milieu du cerveau, qui est un cerveau d'origine reptilienne, qui est la partie du cerveau qui gère les réflexes, qui gère notamment la réaction au danger. C'est lui qui va recevoir des influx du reste du cerveau, notamment du cortex visuel, et qui va indiquer « attention, danger, barre-toi » ou « attention, danger, bats-toi ». Cache-toi aussi. Cache-toi, bats-toi, ouais. Mais c'est lui qui va déclencher ces réactions émotionnelles. Mais c'est lui qui va aussi déclencher les relations liées à l'amour, liées au plaisir, liées à tout ce qui relève de l'émotionnel. Au-dessus, il y a le cortex. C'est là où se situe l'essentiel de l'intelligence, de votre mémoire, surtout la mémoire à long terme. C'est là que ça se situe, c'est là que se situe le raisonnement, et c'est là que se situe aussi le déclenchement des activités motrices. À savoir que si par exemple je décide de faire ça, en fait c'est le cortex qui l'a décidé, mais c'est une sorte de GPU, une sorte de coprocesseur qui a géré le process, c'est le cervelet. Le cervelet, c'est une sorte de mini-cerveau qui est à l'arrière de votre cerveau. Il a autant de neurones que tout le cortex, il est extrêmement dense, et pour ceux qui font de la microélectronique ou qui connaissent les technologies hardware, c'est très voisin, c'est-à-dire que c'est un cerveau finalement qui a une technologie d'intégration qui est plus forte que le cortex, donc il est plus rapide, et il permet donc de danser, de bouger, de faire du vélo, de conduire, d'être extrêmement réactif, plus vite que notre système de pensée qui est géré au niveau du cortex, grâce à ce coprocesseur extrêmement compact. C'est aussi lui qui, grâce à la coordination des mouvements et à la coordination de la position, j'ai oublié comment on appelle ça, l'appareil vestibulaire, qui maîtrise votre équilibre, que vous êtes capable de faire par exemple ça. Les yeux fermés. Merci Olivier, bravo. Vous pouvez le faire, hein, il n'y a pas besoin de beaucoup d'entraînement, hein, c'est assez simple à faire en fait. Hein. Et puis ensuite, vous avez les voix basses.
les voies basses, c'est ce qui vous relie à la colonne vertébrale. Avec la moelle épinière, ça commande tout le reste, les muscles, etc., qui sont derrière. Donc, c'est un appareil assez complexe. Alors, pour vous donner une idée, en liaison avec le talk de l'année dernière sur l'ADN, il faut savoir que dans l'ADN qu'il y a dans vos cellules, il y a environ 20-25 000 gènes qui conditionnent en fait la création de protéines qui font fonctionner votre métabolisme et avec une différenciation selon les cellules considérées. Donc, par exemple, il y a des gènes qui s'expriment spécifiquement dans les cellules de l'œil, du foie, du rein, du cœur, des os, des muscles. Et il faut savoir que dans ces 20 à 25 000 gènes, il y en a 6 000 qui sont dédiés au cerveau. C'est dire la sophistication de cet engin de mort. Il y a plus de 200 neurones différents dans le cerveau. Le cerveau est une machine extrêmement complexe et qui mémorise beaucoup de choses et qui fait que nous sommes des êtres intelligents pour l'instant, même si un jour on va être dépassé par les machines. Alors on va rentrer un petit peu dans le détail, ça va être la partie la plus geeky de la présentation. Hein. Accrochez-vous un peu. C'est le parti schéma. Voilà la partie schéma. Alors en fait, là d'ailleurs, on ne va pas respecter les règles de l'art de la présentation, parce que normalement les slides doivent être simples. Hein. Là, ça va être un peu compliqué, mais donc quand c'est compliqué, on le fait afficher progressivement. Donc on va partir des sens. Donc l'ouïe, la vue, tout ça, ça arrive dans votre cortex. Alors, il y a le cortex visuel qui est plutôt vers l'arrière, le cortex olfactif qui est plutôt aussi vers l'arrière, et tout ça, c'est réparti dans le cortex, et c'est relié à toutes les parties du cerveau. Et alors là, il va se déclencher tout un tas de processus quand vous voyez le danger. Donc vous, l'audience, ou le lion, quand vous êtes chasseur. Et alors, il y a une espèce d'usine à gaz qui se déclenche, avec le thalamus, l'hypothalamus, l'hippocampe, l'amygdale, le striatum, l'hypophyse. Je vous laisse chercher sur Wikipédia où c'est dans le cerveau exactement. Tout ça, c'est dans le cerveau limbique. Et ce qui va se passer, c'est que voyant le danger, toutes ces parties du cerveau limbique vont déclencher la génération d'hormones qui vont piloter différents organes du corps humain. Vous avez les glandes surrénales, notez bien, hein, donc au-dessus du rein. Vous avez le cœur, les muscles et le système digestif. Alors comment ça se passe? Vous avez un système un peu compliqué, qui est que vous allez avoir des hormones qui vont être déclenchées dans le cerveau limbique, qui vont circuler dans votre sang, donc ça descend, c'est pas instantané, et qui vont demander aux glandes surrénales au-dessus du rein de déclencher la production d'adrénaline, qui elles-mêmes vont focaliser l'énergie dans les muscles et accélérer le pouls, en plus de la dopamine qui va être générée directement par un autre biais. Donc vous avez en fait ce qu'on appelle des voies courtes et des voies lentes. Vous avez plein de chemins différents qui font que vous allez avoir une activation de vos muscles, de votre énergie et la focalisation de votre attention dans le cerveau qui vont être pilotés avec des temps de réponse plus ou moins bons. Et donc ça fait que, par exemple, le stress ne va pas arriver comme ça, clac, en claquant des doigts. Il arrive progressivement. Il y a certains éléments du stress qui peuvent arriver très rapidement s'il y a un danger énorme. Donc, genre, vous êtes surpris par une explosion quelque part. Mais par contre, quand vous préparez une présentation, ça va arriver progressivement, ça va être un petit peu plus lent. Alors, il faut savoir un truc très important chez les mammifères, c'est que, et en particulier chez Homo sapiens, il y a une concurrence permanente au niveau de la ressource énergétique entre le cerveau, le cœur, les muscles et le système digestif. L'une des raisons pour laquelle nous sommes des Homo sapiens intelligents, c'est que nous mangeons des aliments qui sont cuits. Pas tous, mais en partie cuits. Quel est l'intérêt de manger des aliments cuits? C'est que ça décharge le système digestif d'un travail musculaire qui consomme de l'énergie. Contrairement à une vache ou un éléphant qui mange que du cru et qui donc est obligé d'avoir un énorme système digestif qui consomme beaucoup d'énergie. La conséquence de ça, c'est que l'énergie que nous économisons en mangeant cuit peut être concentrée sur le cerveau ou sur les muscles. Et donc, quand on est en mode de présentation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toute l'énergie qui est disponible est focalisée sur les muscles et sur le cerveau au détriment du système digestif. Alors, conséquence, si vous avez bouffé juste avant de présenter, vous allez avoir mal au ventre, vous allez avoir du trac. T'as pris ton petit déjeuner à quelle heure, toi? 4h30, train à 6h. Moi, 6-7 heures à peu près. Donc ça veut va. dire que c'est à 3h, 2h, 3h. Voilà. Donc la digestion a eu lieu. Là, le ventre, il ne grenouille pas, ça se passe bien, parce qu'on est à jeun. D'ailleurs, vous aussi, vous êtes à jeun, ça tombe bien. Donc, parce que vous êtes stressé aussi, parce que vous vous demandez à quelle sauce vous allez être mangé. Donc ça, c'est un point qui est assez important à comprendre dans le mécanisme. Alors tout ça, c'est de la chimie. Bon, maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cerveau au niveau cognitif? On va y venir, évidemment. Et puis, il y a un autre petit point, c'est le cervelet. Alors, le cervelet, il joue un rôle très important. Rappelez-vous, je vous ai expliqué, c'est lui qui gère les automatismes. Donc, tout ce que vous apprenez par l'entraînement, notamment d'un point de vue mécanique, eh bien, le cerveau l'enregistre et il est capable de vider son buffer instantanément quand vous en avez besoin. En plus, il est très rapide, il est très compact. Donc, tous les gestes appris, par exemple, faire le con sur scène, bouger, tout ce que vous pouvez faire, danser dans le cas où vous dansez,
Parfois, il y en a qui font du vélo sur scène, ça peut être un moyen de présenter sa start-up. Bon, ça s'appelle pédaler dans la smoule. Eh bien, tous ces sports-là, physiques, ils sont appris par le cervelet. Et donc, plus on les apprend, plus ces mécanismes-là sont enregistrés, plus vous serez efficace. Et c'est pour ça, Annabelle, que tu insistes beaucoup sur la notion de répétition. Yep. Hein? C'est un point de conflit entre nous deux, en fait. Ah bon? Si, oui. si vous avez un avis, si vous voulez tweeter votre avis, etc., Olivier, il a un peu de, on va voir ça tout à l'heure, de l'école qu'on ne répète surtout pas dans une conférence. Et moi, je vais argumenter pour le contraire, que c'est super important de répéter pendant une conférence. Donc, à la fin de la conférence, si vous avez un avis, je serais intéressée de savoir le vôtre. Donc, tweetez-nous ou... voilà. Enfin, il y a un élément de réponse qui est à la fin de la conférence. Il y a des astuces qui permettent d'éviter de trop répéter dans certaines circonstances. Mais en général, et particulièrement si vous êtes un entrepreneur qui doit pitcher son projet, ou dans une entreprise, un intrapreneur, c'est vrai qu'il faut se préparer, qu'il faut répéter, qu'il faut vraiment s'exercer au maximum. Et plus on a d'expérience, plus on maîtrise son sujet, plus on l'a dans la tête ou dans le cervelet pour certains éléments au moins gestuels, moins on a besoin de répéter, moins on a besoin de préparer. C'est une question d'expérience. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant dans votre sang là? Vous avez ce qu'on appelle le trac. C'est classique. D'ailleurs, on l'a, tout le monde l'a. Dans toutes les circonstances, vous vous mariez, vous faites votre premier encart, vous allez présenter votre projet devant un VC. Dans tous les cas de figure, il y a du trac. Mais le trac, ce qui n'est rien d'autre qu'un cocktail d'hormones, finalement. Bah, exactement. C'est voilà. une soupe, en fait. C'est une espèce de soupe dont on peut bidouiller un petit peu la composition, bon, mais dont il faut tenir compte. Alors, le trac, comment ça commence? Quand vous préparez une présentation, bah, vous avez le trac avant. Donc, alors, avant, ça peut être 3 mois. Nous, ça fait au moins 4-5 mois qu'on travaille sur cette présentation, donc en fait, on a du trac depuis 4-5 mois, mais en fait, c'est un trac mélangé d'excitation. Mais là encore, oui, il y a d'autres types de présentateurs. Donc, non, mais c'est vrai. Oui. Et pensez à lequel type vous êtes. Est-ce que vous stressez avant? Est-ce que vous allez stresser juste avant de monter sur scène? Est-ce que ça va vous empêcher de dormir? Et donc, selon le type de tracker ou stresseur que vous êtes, on prépare autrement. Et lui qui va stresser beaucoup avant, on va en discuter des pratiques que vous pouvez employer pour être moins stressé. Et pour lui, juste avant de rentrer sur scène, c'est là son plus gros trac. Je vais vous apprendre 2-3 astuces là-dessus aussi. Voilà. Alors, quand vous présentez en général, vous avez un trac très fort juste avant de monter sur scène, ou rentrer dans une salle de réunion où vous connaissez personne éventuellement. Et petit à petit, ça va se réguler. Alors, c'est un petit zigzag qui va dépendre un petit peu de ce que vous racontez, de l'interaction avec les participants dans la salle. Là, il n'y a pas beaucoup d'interaction, mais si vous êtes dans une petite salle de réunion, il risque d'y en avoir. Parfois, il y a quelqu'un qui vous coupe au bout de 20 secondes. Là, ça vous casse et il faut savoir pédaler correctement. Vous avez aussi une autre partie dans la conférence ou dans une intervention qui est la partie justement question-réponse. Dès que vous êtes en mode question-réponse, quelle que soit la taille de la salle, en général, le stress baisse un peu. Pourquoi? Parce qu'une interaction homme-homme permet d'avoir en fait une connexion émotionnelle plus forte que de parler dans le vide. Et parler dans le vide, c'est une forme d'incertitude. C'est l'espèce de métaphore du lion qui est là. D'ailleurs, le lion, j'ai oublié de le dire, le lion, on l'a mis dans la boîte. Vous savez, il est là, le lion. Vous vous rappelez, le méchant lion, il est là dans la boîte. C'est pas une blague. Hein. Non, il est là. Ouais. Donc, le lion, il est là. Et bon, bah, le problème, c'est quelle est la taille du lion, en fait. Bon. Donc, une fois que vous avez terminé votre présentation, si ça se passe bien, vous êtes applaudi à la fin, si c'est une conférence. Si ça se passe bien face à des investisseurs, ils disent « on se revoit quand ?» C'est ça. Il y en a d'autres qui disent « on se verra plus tard » ou « on se verra dans un an ». Ça dépend, la réponse est à interpréter. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Une fois que tout est terminé, vous sortez. Là, vous sentez que dans votre sang, il y a un truc qui dégouline. Vous le sentez physiquement. Ben ça, c'est l'adrénaline, c'est le cortisol, ce sont toutes ces hormones, cette espèce de soupe d'hormones qui est encore dans votre sang et qui va prendre du temps pour être lessivé, en fait. Et ça peut prendre 5 minutes, 10 minutes, ça peut aller jusqu'à une demi-heure, 1 heure. Et au bout d'1 heure, normalement, vous avez vidé toutes vos hormones et vous êtes revenu à l'état antérieur, c'est-à-dire à peu près stable et correct. Bon, ça, c'est un cycle à maîtriser. Il faut savoir qu'il y a un dernier petit élément qui me concerne, et je pense qu'il concerne pas mal d'intervenants dans les événements, c'est le manque. Parce qu'une fois que vous avez pris l'habitude d'intervenir, c'est pour ça que je reviens tous les ans ici, eh bien, vous avez un manque, parce que vous aimez parler au public, vous aimez cette drogue qui vous fait c'est comme sport, hein. vous focaliser comme un sport, comme un artiste. Et donc, ce que je vous souhaite à tous, c'est qu'effectivement, plus vous aurez de l'expérience en présentant, quel que soit votre rôle aujourd'hui, quel que soit votre âge, eh bien, faire en sorte qu'un jour, ça devienne un manque et plus un stress. C'est comme ça que ça va fonctionner. Alors, j'ai quelques petites règles d'hygiène à vous proposer quand même. Certaines vont paraître un petit peu vieux jeu. Il vaut mieux éviter l'alcool.
Donc hier soir, j'ai pas bu de bière, hein, comme ça j'étais sûr ce matin d'être en forme. Il faut Et c'est éviter... une question que j'ai souvent. Hein. C'est-à-dire, je suis stressée, etc. Est-ce que je dois boire genre un petit verre de whisky avant de monter sur scène? Surtout pas. Parce que votre confiance, on appelle ça liquid confidence en anglais, et vous allez être le seul à le sentir. Donc, ok. Ouais. Il y a un deuxième point, ne mangez pas comme des porcs. Évitez de manger trop gras, par exemple. Pourquoi? Parce que ça va occuper votre système digestif, ça va poser des problèmes, d'ailleurs, qui ne sont pas liés à la présentation, à tout point de vue dans la santé. Donc il y a tout un tas de problèmes qu'il faut éviter. Et être en bonne santé, c'est très important aussi pour réussir une présentation. Le tabac, j'en parle même pas. Il y en a qui fument hein, dans les présentateurs. Bon, bah, tant pis pour eux, mais ils se rendront compte dans 30 ans que c'est un problème. Maintenant, il y a des choses à faire. Alors, première chose à faire, être bien sur soi. T'es pas mal comme ça, quand même. Hein. Thank you. Hein? C'est pas mal. Cheerleader. Hein vous avez vu, là, moi, l'habit fait le moine, donc je suis neurologue aujourd'hui, voilà. Demain, je ferai autre chose. Mais, alors, en fait, ce qui est important, bah, il faut se laver le matin, il faut bien s'habiller. Parfois, même, on exagère un peu. Mais bien s'habiller, en fait, c'est pas mettez sur votre 31, en fait. Nous, ce qu'on dit à l'agence, c'est que la prise de parole, c'est comme la première encart. Donc, c'est pas la plus naturelle des situations, mais si vous vous débrouillez bien, vous allez peut-être... J'espère que c'est pas trop vulgaire de dire conclure. Soit votre business... Avec un soit, VC, hein, on dit. Hein, voilà, avec un VC. Mais comme c'est pas du naturel, on va employer certains outils qui sont peu naturels. C'est-à-dire que des fossiles ou un soutif push-up, c'est à peu près les choses les moins naturelles qui existent, mais ils sont très adaptés au premier encart. Et quand on dit on va bien s'habiller, c'est ça en fait. On va se mettre dans le tenue qui nous permet de communiquer visuellement et dégager visuellement ce qu'on a envie de dégager. Parce qu'avant d'être entendu, on est quand même vu. Il y a une autre raison. Pourquoi on a peur du lion? Il ne va pas nous manger, le lion, quand on parle. Il y a quelques très rares cas d'intervenants qui sont fait bouffer par des lions. Ça peut arriver à Las Vegas dans la magie, dans certains cas. C'est extrêmement rare. Alors, de quoi a-t-on peur? En fait, on a peur que notre ego soit affecté. On a peur qu'on soit remis en cause. On a peur que nos idées soient dévalorisées. Donc ça, c'est l'ego qui est mis en cause, ce n'est pas notre existence physique. Et l'ego, bah, ça se travaille, en fait. C'est la confiance en soi. Et justement, en étant bien préparé physiquement, eh bien, on améliore sa confiance en soi. Comme le marié qui arrive bien habillé, ou la mariée qui arrive bien habillée à son mariage, elle est fière, elle a sa robe qu'elle porte une fois dans la vie, ou peut-être plusieurs fois d'ailleurs, mais elle est prête et elle est fière d'elle pour représenter la famille et donc faire en sorte que son ego soit bien projeté vers les autres. Et donc, si je peux vous donner le premier conseil pratique, ça sera le jour où vous avez un pitch à faire, vous pitchez, vous allez devant les journalistes, vous allez faire un plateau, etc., vous répétez devant votre iPad. Donc, cette conférence est sponsorisée par Apple. Non, I wish. Mais vous répétez devant votre tablette pour que vous ayez une vision sur à quoi vous ressemblez. Ça va vous permettre de savoir combien de temps ça dure. Et avant de regarder dans le tablette, vous allez définir comment est-ce que j'ai envie d'être perçu. Parce que baisser ce track, en fait, c'est être préparé et savoir comment je vais être perçu. Donc, vous allez écrire 3 adjectifs sur qu'est-ce que j'ai envie de dégager. Leader, compétent, sympa, peu importe. Et vous allez répéter jusqu'à vous voyez ça, ou votre coloc, ou votre époux, je ne sais pas qui, dans le vidéo que vous avez fait de vous-même. Alors maintenant, on va hacker le stress. J'aime bien le hacking, hein. D'ailleurs, il y a plein de conférences sur le hacking pendant le Web Today. Donc là, on est aussi des hackers, hein, finalement. Et on va hacker tout ce bazar d'adrénaline, de cortisol, pour essayer que les choses se passent bien. Et surtout pour que ce soit efficace, hein, puis vis-à-vis de l'audience. Absolument. Alors, up to you now. Donc, you. Comment tu gères ce problème du chasseur-cueilleur là? Donc, on a compris la science. Merci Olivier, Monsieur Blouse Blanche. Et on a bien compris qu'en fait, cette peur que nous avons de parler en public, ça date des jours où on était chasseur-cueilleur. Mais pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, tout ce qui était vulnérabilité, exposure, c'était très mauvais. Ça égalait normalement se faire manger par un lion. Et donc, parler en public, c'est exactement ça. C'est de la vulnérabilité, c'est de l'exposure. Mais imaginez comment il devient tellement plus fort, ce chasseur, s'il connaît exactement la nature de la bête. S'il connaît tout à fait ses entourages et son environnement. S'il connaît exactement comment va voler sa flèche. Il est préparé. Et il n'y a pas 30 000 secrets. La meilleure manière de faire baisser votre trac et de hacker votre stress, c'est de préparer votre prise de parole en public. Donc, je sais que la définition d'un hack, c'est
a simple solution to a complicated problem. Would everybody agree with that definition? Yeah, OK. Et donc là, ce que je vais vous donner ensuite, c'est pas tout à fait un hack parce qu'il y a un peu de travail qu'il faut investir de toute façon, mais celle qui vient après, c'est absolutely a hack. C'est un quick win, c'est une chose que vous faites dans 1 seconde pour faire un bond dans votre charisme d'en faire. Donc, la première chose que je vais vous conseiller, c'est de la préparation. Il faut préparer. Donc, ce n'est pas juste Olivier Ezrati qui a le monopole sur des slides pas sexy. Mais c'est parce que ça, ce n'est pas un slide, en fait, c'est un document. Et c'est le fruit de 4 ans de travail à l'agence. Et si je dois vous résumer... Ça fait cher le mot, hein. Pardon ? Ça fait cher le mot. Oui, bon, nos tarifs, c'est nos tarifs. Hein. Mais quand on résume ce que c'est comment planifier sa prise de parole, d'accord ? Parce que vendre un message, c'est comme vendre une maison. Ce qui crée le coup de cœur pour que le gars, il veut vendre votre maison, etc., c'est pas la fondation, c'est pas les choses profondes, c'est pas votre fond, c'est pas votre recherche qui va vous vendre autant que présentateur dans un premier temps. C'est des choses totalement superficielles comme le papier peint. Ah, c'est bien décoré. Ah, ça sent le gâteau dans votre maison. Des trucs qu'on change dans un instant. Mais c'est ça ce qui crée le coup de cœur pour vendre votre message. Mais si on descend dans la cave et on voit que les fondations de votre maison sont en train d'écrouler, jamais de la vie est-ce qu'on va acheter votre maison. Donc, il faut travailler la fondation de sa maison avant et il faut faire la presentation plan, la plan de présentation. Bon, on va le faire en version un peu modernisée. Hein. OK, c'est parti. Si tu veux. Alors. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez vous poser 3 questions. C'est la fondation de comment préparer sa prise de parole. Et la première question, c'est qui est mon public ? Et qui est mon public est la question qui cache à peu près 15 autres. Qu'est-ce qui compte pour eux ? Qu'est-ce que je peux faire pour les énerver ? Quelles sont leurs attentes de ma présentation ? Qu'est-ce que je peux faire pour succéder leurs attentes ? Je ne sais pas dire ça en français. Comment je peux... qu'est-ce qui les empêche à dormir la nuit ? Quel est leur currency, leur incentive ? Is it power? Is it money? Is it looking like a rock star to their boss? Okay, so what makes them tick? Est-ce que c'est un public mixte ou un public uniforme? Si c'est un public mixte, qui est-ce que je veux viser avec mon message? Donc tout ça, ça va influencer comment est-ce que vous écrivez votre discours. La deuxième question que vous allez poser, c'est une question tout bête et on n'y pense pas de le poser, mais c'est super important. Et c'est pourquoi est-ce que je fais cette présentation? Donc si c'est un pitch, c'est une bonne question d'ailleurs. Ouais, pour moi en tout cas aujourd'hui. Olivier, quand je lui ai demandé mais pourquoi est-ce que vous faites cette présentation? Pour me marrer, je trouve ça génial. Ok. Non, sans rien. Mais en même temps, c'est une très bonne raison. Si cette présentation elle m'était collée par mon boss, qu'est-ce que je peux trouver comme effet secondaire positif comme pour cette présentation, c'est-à-dire ça va m'améliorer ma marque de soi, personal brand, it's so American, I know. Est-ce que ça peut me ramener vers ma promotion? Est-ce que ça peut me ramener vers mon investissement? Mais écrivez pourquoi est-ce que vous faites cette présentation. Et la dernière question, c'est dans un tweet, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que si vous ne pouvez pas le dire dans un tweet, vous ne pouvez pas le dire dans 1 heure. C'est promis. Donc, au début de ma carrière, je me souviens... J'attends le tweet du résumé de ce qu'on fera en 1 heure, d'ailleurs, à la fin. Ah oui. Mais on a un tweet, hein, et ouais. on va, pour ceux qui sont curieux, on vous le dit à la fin. Et au début de Present Perfect, je me souviens que j'avais mon premier big boss, PDG. J'étais tellement contente d'avoir mon premier big client, etc. Et on faisait un speech, et je disais, OK, Jean-Michel, qu'est-ce que vous voulez dire dans un tweet? Et il me disait, mademoiselle, my speech is so important that I cannot say in 1 tweet, please. Je dis, OK, mais je vous promets que si vous ne pouvez pas le dire dans un tweet, vous ne pouvez pas le dire dans 1 heure. Encore ce son extrêmement agaçant. Mademoiselle. It's a very important speech to all of shareholders of my company. I cannot say in a tweet. Et c'était une catastrophe. Donc j'étais jeune, je ne savais pas tenir mon terrain et défendre la méthode. Et chaque fois que je faisais pareil, c'était une catastrophe. Si vous ne pouvez pas le dire dans un tweet, vous ne pouvez pas le dire dans 1 heure.
Après que vous avez défini ces 3 questions-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire votre shopping list. Vous allez mettre tout ce que vous avez envie de dire dans votre présentation. Vous allez avoir une espèce de diarrhée mentale. Vous allez tout mettre sur votre papier, etc. Allez-y, faites-vous plaisir. Tout ce que j'ai à dire, tout ce que j'ai à dire. Et après, on va commencer à faire ce qu'on appelle à l'agence tuer les chiots. Sympa, hein? Ils sont où d'ailleurs? On les a tous tués. Ah oui, Ouais. ils sont tous morts. Ah, bon. Donc, tuer les chiots, en fait, c'est tous les infos que vous mettez dans votre présentation, c'est vos petites informations chouchou. Vous voulez pitcher votre start-up et vous avez tous fait un big school. Et c'est très important de le dire. Yes, you know, we all do a big school, HEC, very important. So, you know, we are 3 diplômes of Polytechnique, you know. Ok, super. Vous avez envie de dire ça, mais comment est-ce qu'on va savoir si on dit vraiment ça dans la présentation? On va prendre ces infos-là et on va faire le lien direct avec les questions. Donc, vous voulez parler de votre big school, là? Ok, est-ce que ça va parler à mon public? Parce que comme j'ai pris le temps d'analyser mon public et penser qu'est-ce qui est important pour eux, bon, they don't give a shit about my big school, très bien, je vais tuer ce chiot. Mais j'ai envie de le dire parce que j'ai passé tellement de temps sur mon diplôme, machin, j'étais première dans la classe et tout. C'est pour ça que c'est un chiot, parce que c'est mignon et on veut le garder. And you have to kill it. Bullet in the head. Voilà. Et c'est très dur à faire, mais c'est très important. Tuer des chiots, c'est dur, mais important. Ça se tweet tout ça. Donc, ensuite, est-ce que ça me ramène vers mon goal? Est-ce que ça me ramène vers pourquoi est-ce que je fais cette présentation? Ou est-ce que c'est juste un petit chiot que j'ai envie de garder? Est-ce que ça vient nourrir directement mon tweet? Ou est-ce que c'est juste un petit chiot que j'ai besoin de buter? Donc, donc c'est ça la question. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à écrire avec des réflexes. Donc, faire le lien entre ces choses, c'est très important. Et on va avoir certains réflexes en disant qu'on ne va pas se freiner à utiliser des métaphores, si on veut. Donc, effacer des informations qui ne sont pas pertinentes à votre tweet, ce n'est pas aussi fort que tuer le chiot. Donc, n'hésitez pas à faire des métaphores, des anecdotes si votre public se prête à ça, d'accord? Donc, s'il y a de la résistance dans votre public, si c'est une culture d'entreprise... Ça va. Merci, Olivier. Si c'est une culture d'entreprise extrêmement classique, tradie, etc., peut-être on ne va pas forcément raconter notre enfance. L'humeur, si vous le sentez, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Et écrivez votre présentation dans un ton parlé. On a appris à l'école d'écrire et on applique ça à la prise de parole et c'est ça ce qui le rend chiant. On a appris thèse, antithèse, synthèse et on applique ça et c'est pas terrible. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire votre presentation plan. Si vous voulez le presentation plan, on le donne à tout le monde parce que the presentations are, no offense, so bad in France that we feel like we need to give this away to everyone. So share the love. Et la deuxième chose que je vais vous conseiller, le hack que je vous avais promis, qu'on fait ça dans 1 seconde et pouf, c'est bon, c'est ça. Ça? Non, c'est pas ça. Ah bon? C'est le anti-ça. Donc je ne sais pas qui est ce monsieur. Moi je sais, mais je ne le dirai pas parce que bon, ça va être sur Internet. Mais Olivier, il m'a montré cette photo, j'ai dit bah oui, c'est ça ce qu'il ne faut pas faire. Il faut ne pas se coller derrière un pupitre, regarder en bas, se faire super fermé, etc. Il faut faire l'inverse, il faut faire ça. Voilà. Yeah. Amy Cuddy. Yeah, we love her. We love her. À l'agence, pour nous, Amy Cuddy, c'est Jésus. Donc, Jésus, c'est comme ça. Hein. Oui, plutôt, oui, c'est vrai. Donc, on ne va pas se mettre sur scène comme ça, d'accord? Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ouvrir. Si je peux avoir la prochaine slide, Olivier? On va s'ouvrir parce qu'on voit ça chez les grands. Le prochain? Tu sais qui c'est? Oh my God, I'm going to look so uncultured right now. Jim Lowell, je l'ai vu dans une conférence à Paris il y a 3 ans. C'est le commandant d'Apollo 13 qui raconte ce qui lui est arrivé. Wow, cool. Ça marque, c'est très émotionnel, c'est extraordinaire. Mais toi, tu as une star derrière. Pardon? Tu as une star derrière. Bah, c'est ma star. C'est ta star. Amy Cuddy, c'est Jésus, Christine, c'est Dieu. Christine, c'est Dieu. Et pour l'anecdote, on avait un article... dans les Échos l'autre jour, et donc maintenant il y a possibilité même que je vais le rencontrer. I cried. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? En fait, elle est en train de s'ouvrir. Mais s'ouvrir devant la lion,
en disant on se met devant le lion, yeah, eat me, I don't care. Ça, c'est assez dur. Et donc, comment est-ce qu'on peut le faire? On va faire ce qu'on appelle à l'agence autocontact. Non, c'est ça ce qu'on ne va pas faire. On va faire ce qu'on appelle à l'agence le super bonjour. Mais avant de comprendre le super bonjour, je vais vous expliquer ce qu'on fait face à Lyon. Plutôt, Olivier va nous expliquer. Voilà. On fait cette envie qu'on a de se fermer, on fait le nudiste. Voilà. On peut faire le fâché aussi. Il y a certaines qui vont faire le soldat. Voilà. Il y a à peu près 12 variations de autocontact. Il y a d'autres qui vont faire le Alzheimer en disant « Bonjour, est-ce que je suis toujours mariée ?» Oui, très bien. Et le pire, voilà. Olivier, il est toujours marié, sorry ladies. Et le pire que j'ai jamais vu, c'était un technicien qui avait développé un algorithme absolument brillant, donc il fallait absolument qu'il le présente à une grande conférence. Et donc on répétait, et il a fait tout son conf comme ça. C'est le signe féminin dans Dan Brown, je crois. C'est ça, non? Je ne vous dis pas comment on appelle cet autocontact-là. Eh ben. Et donc, si on ne va pas faire de autocontact, il faut forcer le trait un petit peu. Et on va forcer le trait en faisant ce qu'on appelle à l'agence le super bonjour. Ce qu'Olivier fait très bien, d'ailleurs. Donc, le super bonjour, c'est quoi? C'est une manière de vous ouvrir pour être sûr qu'on n'est pas en nudiste, soldat, flingueur, je ne sais pas quoi. Et c'est crisp. On ne va pas être crispé, on va être crisp. Donc, l'acronyme est assez bête, mais à l'époque, je parlais encore moins français. Donc, je faisais avec les moyens d'abord. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rentrer sur scène et vous allez vous ouvrir tout de suite. Donc, comment est-ce qu'on s'ouvre? On fait le coco magique. Qu'est-ce que c'est le coco magique? Merci Olivier. Vous avez un coco, vous ne pouvez pas le voir parce qu'il est magique, et vous allez le ouvrir pour fédérer votre public, pour vous empêcher à être fermé. Donc, certaines gens sont des introvertis, etc. Donc, c'est dur pour eux de faire ça. D'ailleurs, les premières 5-6 fois qu'on fait le coco magique au début, ça fait toujours « Bienvenue à la messe, mes frères et sœurs ». Le prêtre en perruque rose, j'aimerais bien le voir. Mais ce geste fédérateur que vous allez faire, vous avez votre coco, vous l'ouvrez devant tout le monde, vous êtes fédéré, vous n'êtes pas en nudiste, vous n'êtes pas en Alzheimer. Donc, certaines sont des pastèques, mais je conseille de ne pas faire moins d'une pamplemousse. D'accord? Donc, coco magique. Ensuite, vous allez regarder votre public. Même dans une salle comme ça où je ne peux pas vous voir individuellement, j'ai vu le seul monsieur qui était en train de travailler pendant la conférence, mais maintenant il a fermé son ordi. Donc merci monsieur, c'est gentil. Mais c'est important de regarder tout le monde. It's the contact with your audience. That's how you're going to create empathy. Vous allez prendre un grand bouffée d'air parce que, comme il a dit Olivier, vous avez tout contre vous biologiquement pour bien respirer. Votre corps, entre guillemets, vole du sang de votre système respiratoire pour le livrer à vos muscles, pour vous préparer à chasser le lion ou le fuir. Vous allez sourire, et si vous avez pensé que le noix de coco c'était space, préparez-vous parce que là, ça devient très space. Vous allez faire le noix de coco dans vos sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, c'est un visage fermé. Je suis ravie d'être parmi vous. Mais je souris. Mais ça, c'est un visage ouvert. Je suis ravie d'être parmi vous. Donc, je pousse dans les sourcils pour faire le noix de coco magique dans mes sourcils. Et tu fais un petit comme ça, là, un peu, t'exagères, là, non? Quand j'ai raconté ça à Olivier, il m'a dit « Oh my God ». Donc, même pour lui, c'était un peu funky. OK? Parce que tout ce qui est ouvert dans le corps, dans la prise de parole, ça va vous aider. Donc, ce que je dis à mes clients, c'est que la seule chose qui va rester fermée, c'est la braguette. Quoique. Merci Olivier. Vous savez ce qu'il y a en dessous de sa blouse blanche là maintenant. OK, la dernière chose que vous allez faire, c'est le P, c'est la posture Lagarde. Pour 1 seconde et demie, vous allez être Christine Lagarde. Trop, on s'évanouit parce que c'est trop puissant. Donc, vous allez faire la posture Lagarde. Donc, le super bonjour, ça dure 1 seconde et demie. Et donc, posture Lagarde, c'est quoi? C'est pieds en phase avec les épaules derrière pour faire un joli effet Hello Boobs, tonacité dans les jambes, tonacité dans les abdos, pour qu'on ait une super posture pour dire bonjour. Donc, on rentre sur scène, on laisse le temps aux gens de nous regarder, d'accord? Et après, on fait juste bonjour. C'est tout, d'accord? Ce qui est tellement mieux que bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons parler des semi-conducteurs.
D'accord? Donc on prend le temps. Avant d'être entendu, on est vu. Donc on prend le temps. Tout de suite après le super bonjour, par contre, je vous promets que vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je fais avec mes mains? Parce qu'on a fait le super bonjour. Là, on est à poil devant le lion et on commence à le sentir au bout d'une seconde et demie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas faire la lion, on va faire la panthère. Donc, qu'est-ce que c'est la panthère? Alors, démonstration. Démonstration, Olivier. Steve Jobs. Ouais. Avec un geste, s'il te plaît, Olivier? Plus que ça, pas des petits gestes. Voilà. Ah, mais quand il lançait l'iPhone, c'était comme ça. Puis après, Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Olivier, avec cette panthère d'enfer? Bravo, Olivier, bravo. Deux choses. La panthère, elle est sur sa branche, d'accord? Donc, elle est sur sa branche dans la jungle, ce qui va dire que vous aussi, vous allez avoir une axe horizontale que vous allez favoriser. Plutôt de faire le pipi dance dans tous les sens comme ça, on va canaliser cette énergie pour faire la panthère. Donc, la panthère, si elle tombe de sa branche dans son arbre, elle est morte. Vous aussi. Donc, vous allez mettre vos pieds 45 degrés avec votre public, comme ça, et vous allez marcher. Donc, il y a un monde de différence entre pourquoi est-ce que vous devrez investir dans notre start-up. Et dans de bonnes chaussures. Et dans d'autres... Oui. Tinder pour chat, ou je ne sais pas quoi. D'accord? Et ce petit pipi dance qu'on a, et dès qu'on canalise ça, ça devient plus fort. Peut-être Olivier peut nous expliquer la science derrière, parce que moi, c'est du métier, c'est anecdotique. J'ai 4 bouquins à lire là-dessus, ça prend du temps, je suis désolé. Ah, d'accord. Et donc, c'est pour ça qu'il faut investir aujourd'hui, tout de suite, en Tinder pour chat. Parce que sinon, tous ces chats vont rester célibataires et vierges. D'accord? Donc, juste de tourner ça sur cet axe horizontal, ça aide beaucoup. La deuxième chose, que la panthère, elle est quadrupède. Donc, vous allez vous mettre à 4 pattes. Non, c'est pas vrai. Mais vous allez quand même y aller avec la patte d'abord. Ce qui va dire que vous faites ces gestes ronds qui avancent vers le public, amples, qui sont parfois suspendus. Quand vous faites une geste, ayez avoir le courage de le laisser dans l'espace comme ça, pour faire des espaces d'arrêt sur image. Donc, préparez avec le presentation plan. Super bonjour, panthère. C'est comme ça que maintenant vous comprenez le stress de la prise de parole et vous pouvez hacker un peu le stress de la prise de parole. Alors, c'est bien gentil de s'intéresser au stress de l'intervenant, mais vous pouvez très bien être un psychopathe qui n'a aucune empathie, qui arrive sur scène, qui n'en a rien à secouer de l'audience, qui déboule des slides incompréhensibles et qui génère l'ennui dans l'audience. Donc en fait, il y a un découplage entre l'aisance qu'on peut avoir en tant qu'intervenant et finalement la réceptivité de l'audience. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est que l'ennui? Donc moi, je me suis posé cette question biologique et sémantique. D'où vient l'ennui? En fait, l'ennui, il peut venir de 2 à 3 principales sources émotionnelles. Il y a 3 ennemis de l'ennui pour un intervenant. Première catégorie, ce sont les ennuis qui sont liés à la répétition. Votre cerveau ne tolère pas la monotonie. Exemple, je dis 2 fois la même chose. Je dis 2 fois la même chose. Je dis 3 fois la même chose. Vous vous faites chier. Vous écoutez un politique qui raconte les mêmes sornettes dans n'importe quelle interview ou n'importe quel débat, qu'il soit de droite, de gauche ou des extrêmes, vous en avez marre au 3e débat, voire au 1er des fois. Donc, vous êtes là parce qu'il y a de la répétition. Quand une intervention dans une conférence, et d'ailleurs il y en a eu ces 2 derniers jours, vous explique blablabla sur l'IoT, blablabla sur la blockchain, blablabla sur je ne sais pas quoi, que vous avez déjà entendu 40 fois, ou lu déjà 40 fois, vous n'apprenez rien. Donc tout ce que vous n'apprenez pas génère de l'ennui dans votre cerveau. Donc ça, c'est fondamental. La notion de déjà-vu est un problème. D'ailleurs, il existe une torture de ce côté-là. La pire des tortures qu'on puisse infliger à un Homo sapiens, c'est de le mettre dans une boîte noire anéchoïde. C'est-à-dire une boîte noire qui absorbe le son, où il n'y a aucun influx, donc aucun bruit, rien, aucune vision. Au bout d'une demi-heure, on devient dingue. D'ailleurs, c'est utilisé dans la torture, dans certaines agences de renseignement. Donc, c'est un exemple typique. D'ailleurs, vous êtes dans une boîte noire, carrée, là. Et donc, s'il n'y avait que des stimuli répétitifs, même avec un peu de lumière, vous vous emmerderiez extrêmement rapidement. Et puis, il y a un deuxième phénomène qui est le trop-plein, c'est-à-dire trop d'infos. Trop d'infos tue l'info. Votre cerveau, il fait un shutdown, il n'arrive plus à suivre, et c'est la cata. Donc trop de crap sur les slides. Voilà, exactement. Alors, je vais vous donner un exemple qui est lié simplement à la dimension temporelle dans une intervention. Si vous mettez des slides avec des contenus qui sont trop longs, votre cerveau, il prend un certain temps pour compiler le contenu. Donc vous mettez
3 lignes de slide ou 15 lignes de slide, votre cerveau, il lit. Donc le cortex doit comprendre ce qu'il y a dans les lignes, il doit interpréter la sémantique de ce qu'il y a dans les lignes. Tout ça, ça prend du temps, mot à mot, phrase par phrase. Et donc vous allez passer, dans certains cas, jusqu'à 2 minutes à lire le contenu du slide. Alors dans le cas inverse, supposons par exemple que vous mettiez juste une image. Le cerveau la décode en 200 millisecondes. Parce que le cerveau, il a une caractéristique, c'est qu'il sait identifier des patterns dans les images et il sait les rattacher à des mémoires, à des émotions, extrêmement rapidement. Et c'est très efficace. C'est pour ça que certains de nos slides et de bonnes présentations ont souvent des images, parce que c'est ce qui touche l'émotionnel et ce qui touche la mémoire visuelle de l'audience extrêmement rapidement. Et un texte court, c'est pareil. Jobs, mais c'était 1, 2, 3 mots sur une ligne dans un slide, on mémorise ça. Maintenant, la question qui se pose, c'est combien de temps parlez-vous sur cette illustration? En général, c'est votre blabla qui dure environ 5-10 secondes, voire 1 minute, et c'est un temps qui est intermédiaire. Donc supposez que vous ayez un contenu qui est plus long que votre baratin, à compiler par le cerveau, ça ne colle pas. Ce qu'il faut, c'est que votre contenu soit plus court visuellement, pour que ce que vous dites soit plus intéressant que ce qu'on voit à l'image. Donc cette notion temporelle est extrêmement importante pour être efficace. Après, il y a un autre élément qui est lié au rythme et à la ponctuation. Vous avez peut-être appris la poésie, la littérature française ou la littérature étrangère. On sait que Shakespeare, par exemple, était excellent dans sa capacité à alterner des vers et à construire des structures qui étaient rythmées. Alors, le pire dans une présentation, quand on intervient, c'est de parler de manière monotone, avec des bouts de phrases qui ont à peu près toutes la même longueur. Et au bout d'un certain temps, je vous endors comme un hypnotiseur. Mais bonne nouvelle, c'est très difficile d'être statique dans la voix si on est dynamique dans le corps. Donc si vous faites votre coco magique et si vous faites votre panthère, c'est très dur d'être monotone. Alors que si vous êtes très rythmé et si vous variez le ton, la durée des phrases et que vous laissez un petit peu de silence, eh bien votre cerveau, il peut vider le buffer, comme dans un appareil photo. Vous savez, clac, 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 il faut vider le buffer. Et éventuellement, la gestuelle, pendant le silence, va alimenter le cortex visuel et permettre d'émettre d'autres messages que le message vocal. Donc tout ça, c'est des petits hacks, mais c'est complètement con, mais c'est extrêmement pratique pour une bonne intervention réussie. Alors maintenant, tu vas nous hacker l'ennui d'un point de vue pratique. J'ai pas compris ce slide-là, c'est quoi ça? Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais. Moi, j'ai fait des études de lettres et j'ai pas appris ça avant l'université, la fac. Mais apparemment, c'est comme ça que beaucoup de gens en France apprennent à écrire. Qu'on fait le thèse, antithèse, synthèse, un info, enfin d'arriver à mon point. Regardez comment ce point de fin, il est tellement intelligent, vu tout ce que je viens de vous dire. That's very boring. Si vous faites ça à la prise de parole, that's very, very boring. C'est pour ça qu'on s'emmerde à l'école, en fait, c'est ça, non? Raison, et donc, dans la prise de parole, vous n'allez jamais avoir l'attention de votre public comme au début. Donc, capitalisez. Si vous voulez vendre vos petits fruits, il faut mettre la plus belle fraise au-dessus du panier. Et donc, si ça, ce n'est pas la modèle qu'on utilise pour parler en public, qu'est-ce que c'est? C'est une fraise. Oh, merci. Merci, j'allais la mettre au-dessus du panier, mais bon. Ouais. Donc, oui. Donc, clic. C'est ça. Oh my God. What is that? C'est main chez main. C'est un truc franc-maçonnique, ça, c'est quoi ça? Donc, qu'est-ce que c'est? Pour nous, ça, c'est la forme d'une bonne présentation. Donc, ça peut vous paraître bizarre, mais tout s'explique, je vous promets. On va commencer avec une accroche. Okay? Donc, une accroche, ça n'a pas besoin d'être arrivé en pom-pom girl et blouse blanche avec une perruque rose. C'est juste tout ce qui est en légère rupture vers le haut de ce qu'ils attendent le public. Donc, heureusement pour vous, ce que le public attend, c'est que ça soit chiant et boring. Donc, vous n'avez pas beaucoup à faire avant d'avoir une accroche. Mais ça peut être un chiffre intéressant, ça peut être une petite anecdote, ça peut être de tout de suite get to the point, au lieu de commencer avec « Bonjour, je m'appelle Jean-Michel and today I will talk to you about the blockchain. » Okay? Donc, ça peut être tout de suite de dire « Qu'est-ce qu'il m'a dit l'autre jour, un geek il m'a dit j'ai compris ce que c'est le blockchain. C'est comme l'âme de Voldemort. » Donc, il faut être très geek de le comprendre. Mais ça, c'est une bonne accroche. Donc, ensuite, on va donner ce qu'on appelle le roadmap. Pour moi, si on n'est pas dans une formation ou une présentation qui va durer plus qu'1 heure, il n'y a pas d'excuse d'avoir une slide sommaire. Quelle punition, la slide sommaire. Pour moi, la slide sommaire, it's the
easiest indicator to show that this is going to be a very long and very boring presentation. Et même si ça dure 5 minutes. Ouais, même si ça dure 5 minutes. Donc si on ne fait pas le slide sommaire, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la première chose qu'on voit sur notre forme de la bonne présentation, le roadmap. Et le roadmap, c'est juste indiquer le destination de votre train et le temps de trajet en une phrase, pour que le public puisse se repérer, d'accord? Donc aujourd'hui, on va vous parler de la prise de parole en public. On va parler sur la science derrière la prise de parole en public, comment on peut hacker le stress, hacker l'ennui. C'est parti pour 50 minutes, on y va. Et ça suffit, on n'a pas besoin de plus que ça. Ensuite, qu'est-ce que c'est cette forme chapeau? C'est en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Donc ce qui est très ennuyeux, comme il a dit Olivier, c'est la monotonie. Et livrer des informations de manière voici un info, voici un info, voici un info, voici un info. À l'agence, on appelle ça la présentation Wikipédia. C'est pas terrible. Et donc, pour casser cet ennui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de ce qui est le cas aujourd'hui pour votre start-up Tinder pour chats, par exemple. On va parler de tous ces chats who are lonely and sad and virgins, d'accord, avant de vous soulever vers ce qui pourrait être le cas si tous ces chats pourraient trouver leur âme sœur, d'accord? Donc on va appuyer sur les pain points avant de soulever vers ce qui peut être le cas si vous adhérez à mon idée. Et on va faire ça tout le long. Donc ce forme chapeau, ce n'est pas nous qui l'avons trouvé. C'est donc Christine, c'est Dieu, Amy Cuddy, c'est Jésus, et Nancy Duarte, c'est la Saint-Esprit. Et il y a aussi Joseph Campbell qui décrit la structure des films de héros, et ça représente exactement le même système. C'est vrai. Eh ouais. C'est donc vrai. le cinéma peut vous inspirer aussi dans l'histoire. Oui, lui, il peut être Saint-Pierre. Ouais. Voilà. Et donc, mais Nancy Duarte, en fait, c'est la dame qui fait ce que je fais à la Silicon Valley, sauf que moi, j'ai 2 graphistes, elle en a 86, bureau en face de Facebook. Bon. Et elle a constaté que chaque grand discours de l'histoire qu'on peut trouver, Martin Luther King, Steve Jobs, fait ça, en fait. Appuyer là où ça fait mal avant de nous soulever vers la solution. Et souvent pain point solution, pain point solution. Exact, tout à fait. Donc on arrive à la fin, on termine toujours vers le haut, d'accord? C'est jamais genre, et donc c'est pour ça qu'on va tous mourir. Non, ça c'est moyen. On termine toujours vers le haut, d'accord? Ces 2 barres-là qu'on trouve, c'est un résumé qui va toujours être une version de cette phrase-là. Donc, si je veux que vous retenez 2 choses de ma présentation aujourd'hui, ça sera. Et un call to action, d'accord? Call to action, donc j'espère que vous aimez ma présentation. Wow, that's really lame. Call to action, creative, d'accord? Et on termine, pas en faisant la manière où la plupart des présentations en France se terminent, en faisant... Ben voilà. Voilà, j'ai fini. Voilà. Bon, on peut faire mieux que ça quand même. On va prendre un bout de début pour terminer. On va faire un clin d'œil à l'accroche en fait. Parce qu'il a parlé de Shakespeare tout à l'heure. Les plus grands opéras de l'histoire, les plus grands drames de l'histoire, ils font tout ça. Ils prennent un bout de début pour terminer. Ce qui nous indique que, voyez, nous avons vu tout. Nous avons fait le tour. The circle of life is completed. Alléluia. Bon, alors dans le cas d'une start-up, en fait, ça c'est le bouquin de Nancy Duarte qu'il faut lire, qui est ta référence. Dans le cas d'une start-up, il y a un plan assez classique que tu recommandes. Bon, ça reprend ça en fait. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de reprendre le rythme et effectivement, d'ailleurs, d'alterner dans cette structure-là le côté j'ai l'existant, j'ai le what could be, qu'est-ce que ça pourrait être si ce produit était diffusé, s'il réussissait, si j'obtenais telle part de marché, etc. Donc on a une structure qui est extrêmement bien foutue. Alors on va parler un peu des supports maintenant, parce qu'il nous reste peu de temps. Les supports, alors le truc classique, c'est les slides. Donc voilà, le slide classique d'un chercheur, avec des schémas, avec que des trucs chiants. Et de temps en temps, il y a une info qui est planquée au milieu, et c'est celle-là qui est importante et sur laquelle vous allez baratiner très longtemps. Mais vas-y le trouver. Il faut le trouver, il est planqué. Alors de temps en temps, vous mettez juste une flèche, vous le mettez en gras en disant c'est ça. Il y a une solution, c'est de le mettre en titre, de mettre un schéma à droite et de mettre quelques commentaires à gauche, et là, ça devient plus présentable. Et vous avez le modèle le plus simple du monde, c'est ça qui vous explique pourquoi le blockchain est un système qui est ultimement très distribué. Vous voyez ? Vous avez compris? Donc, autre solution que j'utilise moi dans mes conférences, parce que moi je fais des conférences un peu longues, des fois je vais chez des clients, j'en ai pour 2 heures, 3 heures, et je leur dis, bon quand même, les 2 heures, 3 heures, elles vont être structurées en 4 parties, 1, 2, 3, 4, et pas de texte, que des images. Alors, quand vous faites des conférences sur des sujets très conceptuels, c'est pas toujours évident, mais si vous faites des conférences qui sont liées peu ou prou à des choses qui peuvent être représentées avec des schémas ou des images ou des produits, vous pouvez le faire de manière complètement imagée, et c'est beaucoup plus efficace. Il y a d'autres supports, et quelques exemples sont très inspirants. Vous avez ici Henri Seydoux, qui est le fondateur et le patron de Parrot,
une société très connue, et qui intervenait ici à Le Web, je crois, il y a 2 ans, en 2014. Et vous le voyez, il a son livre d'invention. C'est un livre où on ne voit rien, parce que de loin, sauf avec un très bon téléobjectif, vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a dedans, mais il vous fait rêver avec son livre. Il vous dit, c'est là où je note mes idées. Et tout son baratin, il est sur les idées. Et donc, il métaphorise en fait ses idées et son inventivité sur un objet. Alors parfois, ça peut être bizarre. Vous avez par exemple Macron avec un pepper. On se demande si Pepper, c'est Hollande dans l'histoire, là, comme dans Hamlet. Bon, pourquoi pas. Alors, une autre astuce que vous pouvez utiliser aussi, c'est le cas où vous avez vraiment la trouille, vous avez du mal à mémoriser votre texte, vos supports ne sont pas là, vous n'avez pas de slide, parfois dans certains cas que vous intervenez. Alors là, il y a une solution, c'est la musique et l'anti-sèche. Alors, la musique, très important. Hein, la musique, on n'en a pas d'ailleurs. Mais pas toujours possible. Alors, face à des vicis, la musique, ça marche pas trop. Ouais. Quoi. Une petite musique derrière une présentation de François Hollande, ça marcherait pas très bien. Bon, avec même si ça va faire énormément de bien. Mais il faut savoir que la musique, c'est un outil de ramollissage des neurones de l'audience. C'est très efficace. Si vous mettez de la musique dans une présentation, avec de la vidéo, avec des photos, vous allez communiquer une énergie émotionnelle qui est extrêmement puissante. Alors, il se trouve que les startups ont toute la même musique, c'est du ukulélé. C'est d'où la guitare qui est là. La plupart des démos de start-up sont faites avec du ukulélé. Pourquoi ? Parce que c'est la première musique qui apparaît dans Jamendo quand on cherche une musique libre de droit. Bon, ok. Alors après, une autre solution, c'est l'anti-sèche. L'anti-sèche, c'est ça. Donc c'est un petit carton. Ça, c'est du vécu, perso. Hein. Je devais faire 45 minutes dans une discussion avec Raphaël Adjian, dans une conférence à Lyon il y a 1 mois ou 2. J'ai mis quelques mots-clés, pas de phrases, hein, juste des mots-clés. Ça m'a servi de pense-bête pour m'y retrouver. Alors, dernier point, avant de conclure, varier les formats. Yeah. Il faut savoir que là, on vous a parlé beaucoup de pitch, mais le pitch, il n'y a pas que le pitch dans la vie, non. Comme l'histoire des petits chats. Donc, vous avez une opportunité, quand vous êtes chef de projet dans une entreprise, quand vous êtes porteur de projet ou entrepreneur, ok, vous allez commencer par faire des pitchs, mais dans le monde de la présentation, vous allez faire plein de choses potentiellement. Vous allez être modérateur dans des tables rondes, comme certains qui sont de l'autre côté, vous allez être membre de jury, comme on le verra cet après-midi, vous allez avoir des panélistes, vous allez être intervenant en tant que tel, faire un monologue ici dans une salle, vous allez parfois être le premier à parler dans une conférence, l'enjeu monte, et puis parfois vous allez carrément passer au JT de 20h sur France 2 ou TF1. On vous le souhaite en tout cas. Voilà, ou voir comme Anne-Laure Constanza, la patronne d'Envie de Fraise, de l'interviewer le président de la République aux 20h. Donc il y a une gradation comme ça. Ce que je vous recommande, c'est de varier justement les modes de présentation. Parce que plus vous allez varier ces modes, plus vous allez être élastique d'un point de vue intellectuel, dans la capacité à vous adapter à différents contextes. Plus vous allez varier aussi les interactions, avec peu de gens, avec beaucoup de gens. Quand vous êtes avec un journaliste, c'est une personne. Mais donc, par contre, il y en a 1 million qui vous regardent. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'empathie à gérer. Et donc, ça veut dire que prenez au maximum toutes les occasions que vous avez pour prendre la parole en public. Si vous lancez votre boîte, même si vous êtes en CDI dans une entreprise, hein, ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on arrête de porter du maquillage. Vous allez accepter tout dans les limites de raisonnable. Possibilité que vous avez de prendre la parole. C'est le meilleur vitrine pour votre projet, pour votre business, pour votre marque personnelle. Alors le pire des cas, c'est que vous arrivez dans une table ronde où il n'y a que des vieux, chiants et ennuyeux, et vous arrivez là-dedans. Bon, alors en plus vous voyez qu'il y a beaucoup de femmes dans la table ronde là. Donc en fait, si vous êtes différent, vous vous ferez remarquer. Donc à la limite, si vous êtes invité dans ce genre de contexte, allez-y, mais faites le con. Enfin, faites-vous remarquer. Soyez différent, assumez la différence et valorisez. Maintenant, je vais vous montrer un autre exemple, c'est comment être bien dans une conférence sans rien dire. Et il est dans la salle, c'est Frédéric Hermelin. Regardez comme il est beau. Il est beau, hein? Il est assis là, c'était l'année dernière, il est dans une discussion. Et rien qu'en étant assis, rien que sa posture, qui est un peu du Lagarde assis, hein, on pourrait dire. Hein. Ah, totalement. C'est du Lagarde assis, et il est très efficace. Donc c'est quand même pas mal comme méthode. Alors, on a fait un peu le tour de la question. Il est devenu quoi, le lion, là? Parce que ça fait 1 heure qu'on parle. Et on a notre lion dans la cage, rappelez-vous, hein, on voulait hacker le stress et l'ennui, on a l'audience qui est un lion, ouais. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Ouais. Donc on va terminer avec les slides, et on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Il est lourd le lion, alors j'ouvre la boîte, et alors le lion, il faut que tu m'aides, hein, parce que il est lourd le lion, il est lourd, et il est devenu ça. C'est le tout petit roi lion. Qui en veut un? Qui en veut un? Hop. Alors... J'ai un chien, hop. Faut le tuer. J'ai la belette, comme les bullet points, hop. Alors j'ai un sanglier,
Qui veut un sanglier? Avant que tu tues le public. Hop. J'ai un Chewbacca. Ouais. Et vous savez à quoi il sert le Chewbacca? Le Chewbacca, vous l'utilisez quand vous avez un projet compliqué avec du big data, du cloud, de l'intelligence artificielle, du machine learning, de l'IoT, et que c'est compliqué à expliquer. Et quand il comprend pas, il fait... Wap. Et après, j'en ai un autre, j'ai encore un roi lion. Hop, ça continue. Faut que je tire de... J'ai encore une belette, là. Hop, une belette par là. Hop. Hop. Allez, un pélican. Hop. C'est vendredi matin, c'est Olivier Ezrati, tout va bien. Hop, c'est bon. Bravo.